Et à la une ce matin encore, la situation à Houston, Texas, où le pire est sans doute à venir. Région dévastée par la tempête Harvey. Nous serons sur place dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Déjà la rentrée des classes pour le gouvernement. Séminaire ce matin, nous appellerons l'élève Jean-Michel Blanquer au tableau. Le ministre de l'Éducation nationale promet une hausse de son budget. Il n'a que 18 ans, mais il est déjà le joueur français le plus cher de l'histoire. Kylian Mbappé va quitter Monaco direction Paris pour 180 millions d'euros. Nous irons à Bondy, en banlieue parisienne, là où tout a commencé. Faut-il des barèmes? Faut-il plafonner? Enquête dans le monde des prud'hommes en attendant la réforme du Code du travail. 2 années dans les prisons de Caracas. Vous entendrez le témoignage terrible d'un opposant au président Maduro au Venezuela. Et puis du cinéma pour garder le sourire. Mathieu Charrier vous a préparé une sélection de comédies françaises bientôt sur vos écrans. Quel budget, quelle réduction de dépenses, quel gain de pouvoir d'achat. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, sera mon invité dans un quart d'heure, juste après ce journal. Donald Trump, bientôt au milieu du chaos. Et ce sera sans nul doute l'une des images de ce début de semaine. Le président est attendu demain à Houston, Texas, région dévastée par la tempête Harvey. On la présente déjà comme l'une des plus violentes de l'histoire des États-Unis, avec des routes submergées, des aéroports fermés, des familles réfugiées sur les toits des maisons. Europe Matin est déjà sur place avec notre envoyé spécial Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous avez rencontré des victimes et des héros déjà. Oui, la 4e ville des États-Unis est désormais un archipel. Ses quartiers, tels des îles, sont séparés par les eaux et ses habitants aussi, comme Alon, coincé loin de chez lui avec sa femme et leurs 2 chiens. Il a trouvé refuge dans un hôtel encore au sec. Je ne peux pas partir. On a essayé tout à l'heure, mais on n'a pas fait plus de 10 pâtés de maison à cause de la pluie et des inondations. J'utilise un GPS, mais il m'a fait essayer plusieurs chemins, mais tout était inondé. Alors on est revenu ici parce que toutes les stations essence sont fermées et mon réservoir est à moitié vide. On ne croise en ville que les secours, pas assez nombreux. Alors les Texans des villes voisines sont venus aider. Casey vient d'arriver d'Austin, à 250 km de là, avec son pick-up, un kayak, un bateau et des gilets de sauvetage. C'est sa femme restée à la maison qui recueille les appels à l'aide sur Internet et qui lui dit où aller. Un ami m'a prêté son bateau. Je vais aller dehors et essayer d'aider ceux qui en ont besoin. L'eau continue de monter et tout près d'ici, il y a un homme avec son enfant. Il n'arrive pas à monter sur leur toit. Je vais aller les secourir. En tout, il y a eu 2000 évacuations aujourd'hui à Houston, notamment par hélicoptère, mais il reste encore des habitants encerclés chez eux par les eaux. Ils sont en train de passer une nouvelle nuit d'angoisse alors que la pluie et le vent tambourinent toujours sur les fenêtres. Xavier Yvon, envoyé spécial d'Europe 1, vous étiez en direct de Houston, Texas. Expliquer, défendre, bref, être pédagogue. Sans doute les éléments de langage que vont entendre les ministres ce matin. Séminaire de rentrée pour le gouvernement. Rentrée compliquée avec un président au plus bas dans les sondages. 40% des Français satisfaits seulement, d'après le baromètre IFOP-JDD. Et parmi les ministres particulièrement exposés, il y a celui de l'Éducation nationale. Première entrée pour Jean-Michel Blanquer. Et bonjour Nicolas Barré, directeur des Échos. Bonjour. Vous nous apporterez votre éclairage chaque matin. Vous avez rencontré Jean-Michel Blanquer. Il vous a fait quelques annonces, certaines pour le moins décapantes. Oui, d'abord sur l'éternelle question des moyens, on pouvait se poser des questions vu le contexte budgétaire. Vous voyez ce qui est arrivé au ministère des Armées. Eh bien, la priorité à l'école est bien maintenue et il annonce même une augmentation du budget de l'Éducation nationale. Mais si vous voulez, l'essentiel est ailleurs. Jean-Michel Blanquer est un réformateur. L'une des clés de la réforme, c'est l'évaluation des établissements. C'est un sujet tabou. Les outils existent, mais on ne les utilise pas. L'idée révolutionnaire et qui va faire beaucoup réagir consiste à aider chaque établissement à définir son projet pédagogique, qui pourra être d'ailleurs différent d'un endroit à l'autre, fixer des objectifs en termes de réussite des élèves, vérifier année après année s'ils sont atteints et prendre des mesures avec l'établissement si ça n'est pas le cas. Pas des sanctions, mais des mesures pour voir pourquoi, par exemple, le taux d'échec ne s'est pas amélioré ici ou là. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous quand on parle de l'éducation nationale. L'autre tabou, c'est l'autonomie. Et derrière ce mot, il y a une révolution, une autre, celle de la gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale, au niveau du recrutement des profs par les chefs d'établissement, par exemple. Ça n'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Plus d'autonomie signifie aussi plus de liberté pour mener des expériences pédagogiques, pour utiliser des outils numériques comme l'intelligence artificielle qui font parfois peur. Énorme chantier, mais crucial pour enrayer le décrochage de notre système éducatif par rapport à bien d'autres pays, développés ou non. Merci Nicolas Barré. Et on retient donc cette promesse d'une hausse du budget de l'éducation nationale, même si on n'a pas encore de chiffres. Le ministre revient également sur les fameux 12 élèves par classe, le dédoublement pour les CP en zone d'éducation prioritaire renforcée. Des classes ont déjà été créées, dit-il, dans 85% des écoles concernées.
Europe 1, 8h05. De l'impatience et un peu de frustration aussi de la part des syndicats et des patrons. Ils ont bien été consultés, mais attendent désormais les ordonnances pour connaître enfin dans le détail la fameuse réforme du Code du travail. Présentation prévue ce jeudi. Et parmi les dossiers sensibles, il y a le plafonnement des dommages et intérêts au prud'homme en cas de licenciement abusif. C'est un point très intéressant, ça vaut le coup de s'y arrêter et de donner la parole aux uns et aux autres. C'est d'ailleurs l'enquête du 8h. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Alors Théo, le gouvernement veut donc plafonner tout ça, pour résumer. Oui, on parle des indemnités. On ne parle pas des indemnités légales de licenciement, mais bien de plafonner les dommages et intérêts, ce qui est versé en plus quand le licenciement est reconnu sans cause réelle ni sérieuse. Ce plafonnement, c'était une demande du patronat qui veut limiter les risques, notamment pour les PME. Emmanuel Guilbert a dû payer 60 000 € après avoir licencié 2 commerciaux de son entreprise de meubles. Licenciement considéré comme injustifié par le Conseil des prud'hommes. 60 000 €, c'est insurmontable. Ça a failli couler la société. Parce que dans la période, on a divisé notre chiffre d'affaires par 3. Et on vous demande de sortir 60 000 € immédiatement. Mais si vous aviez vos 60 000 €, peut-être que vous n'auriez pas engagé le licenciement économique de vos commerciaux. Une épée de Damoclès pour les entrepreneurs, mais aussi un système injuste pour les salariés, assure le gouvernement. Les dommages et intérêts vont du simple au triple pour des cas similaires aujourd'hui, dit la ministre du Travail. Elle veut donc mettre en place un barème, 1 mois de salaire par année d'ancienneté. Vous êtes licencié sans raison valable après 15 ans dans l'entreprise, elle vous doit 15 mois de paye et le tout serait donc plafonné. On parle aujourd'hui de 18, 20 ou 24 mois de salaire maximum. Et donc on y vient ce fameux plafonnement et c'est ça qui ne plaît pas du tout aux syndicats. Et non, pour eux, c'est donner la possibilité aux entreprises d'acheter un droit à licencier sans motif. La présidente du Conseil des prud'hommes de Paris, Anne Dufour, craint surtout qu'avec un tel barème, on ne juge plus les situations au cas par cas. J'ai le souvenir d'un salarié licencié à 58 ans, licencié pour faute parce qu'il ne savait pas lire, il faisait du ménage. On sait très bien aujourd'hui que quelqu'un qui est licencié à cet âge-là ne retrouvera pas un emploi. Le préjudice, c'est pas seulement l'ancienneté du salarié, c'est aussi beaucoup plus son employabilité. Alors, ce qu'on comprend quand on écoute ces témoignages, Théo, c'est qu'il s'agit d'alléger, en tout cas de simplifier la facture pour les entreprises. Est-ce qu'on a des chiffres ? La moyenne des indemnités accordées aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, c'est 24 000 € selon le ministère de la Justice. Ça représente environ 10 mois de salaire. Les personnes qui touchent plus de 20 mois de salaire sont très peu nombreuses. En réalité, c'est à peine plus de 5% des dossiers. Mais l'idée au gouvernement derrière tout ça, c'est aussi de désengorger les prud'hommes. Ouais. Avec un barème connu, certains salariés pourraient se dire qu'il n'est plus la peine d'aller jusqu'au contentieux, estime maître Jacques Desmoutis, avocat spécialisé en droit du travail. Une procédure prud'homale, au-delà de son coût, peut être longue. Une fois que le jugement est rendu, la société peut faire appel. On est reparti à ce moment-là pour 1 an et demi. Cela peut inciter le salarié à négocier en amont, conclure un accord rapide s'il connaît par avance la somme à laquelle il peut avoir droit. Alors, dernier point, le gouvernement précise que le plafonnement ne concernera pas les dommages et intérêts versés pour harcèlement ou discrimination et qu'en contrepartie de cette mesure, il en faut bien une, les indemnités légales de licenciement pourraient bien, elles, être augmentées de 25% dans les semaines qui viennent. C'était donc l'enquête du 8h signée Théo Manval avec Lionel Gougelot et Rémi Vallès pour Europe 1. Europe 1, 8h08. C'est du football et c'est vertigineux. Vertigineux, le mot qui barre la une du journal L'Équipe ce matin pour vous raconter l'histoire d'un môme de 18 ans devenu soudain le joueur français le plus cher de tous les temps. Kylian Mbappé va donc quitter Monaco pour le PSG, montant du transfert 180 millions d'euros. C'est presque aussi fort que pour le Brésilien Neymar. De quoi faire causer en tout cas sur les terrains de foot en général aujourd'hui et à Bondy en particulier, banlieue parisienne qui a vu grandir Kylian Mbappé. C'est un reportage de Rémi Botsaran. Ici, tout le monde l'appelle encore par son prénom. Kylian, l'homme à 180 millions d'euros. C'était il y a peu ce garçon qui descendait simplement de son immeuble voisin pour venir épater ses copains sur le modeste terrain cerné par une piste d'athlétisme. Sambou se souvient des gestes redoutables du nouveau Parisien. C'est spécial, c'était d'aller à la gauche et de faire une feinte et de revenir. Depuis qu'il avait 10 ans, il le faisait déjà. Et d'ailleurs, il le fait toujours en match. À la télé, et voilà, ça me fait chaud au cœur. C'est un exemple. Sur le terrain, Sohan tente quelques frappes, peut-être un peu moins précises que celles de Mbappé à l'époque, mais peu importe, il se réjouit de voir un garçon de Bondy, comme lui, porter les couleurs de son club fétiche. Il pourra jouer à Paris avec Neymar, Cavani et tout. Ça sera une très bonne attaque,
peut-être la meilleure dans la Ligue 1. Des buts, Mbappé en a déjà marqué des centaines, dit-on, sur cette pelouse. Sera-t-il aussi à l'aise au Parc des Princes? Camille, qui l'a vu débuter ici, veut y croire. Le voir aujourd'hui à ce niveau-là, c'est une fierté. La dernière fois que je suis allé au Parc des Princes, ça remonte à longtemps, je crois en 86 ans. C'est lui qui va me faire repartir au Parc des Princes. Et Camille espère bien être au rendez-vous du premier match de Mbappé à domicile. Ce sera face à Lyon dans un peu moins de 3 semaines. Rémi Botsaron, Mbappé avait encore le maillot de Monaco hier soir. Il n'a pas joué, il est resté sur le banc. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le club n'a pas eu besoin de lui pour atomiser l'Olympique de Marseille. Victoire 6-1. Monaco toujours en tête du classement avec Paris. Marseille est désormais 6e. Et puis à noter cette confession plutôt rare d'un entraîneur, celui de l'OM, Rudy Garcia. Je suis le seul fautif, je n'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Mea culpa. Europe 1, 8h12, Patrick Cohen. Un témoignage maintenant dans ce journal, Jean-Philippe Bala, celui d'un homme détenu et torturé au Venezuela. Il s'appelle Rosmith Mantilla, député de l'opposition dans un pays en plein chaos. Il est actuellement en tournée en Europe pour raconter son histoire. Charles Carrasco l'a rencontré pour Europe 1. Le 2 mai 2014, la police débarque au domicile de Rosmith Mantilla. Étudiant activiste des droits de l'homme, il est arrêté et conduit dans une prison des services de renseignement à Caracas, accusé d'avoir financé des manifestations contre le président Nicolás Maduro. Depuis sa minuscule cellule, il parvient tout de même à se faire élire député au sein d'un parti d'opposition. Au total, 2 années d'enfer pour lui et beaucoup d'autres militants politiques. Mes amis ont été torturés à coups de décharge électrique, certains ont même été violés. Il y en a un qui a perdu un œil parce qu'on lui a mis des électrodes sur le visage. Tous les soirs, un policier me lisait l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il me disait « Tu ne reverras jamais ta famille ». Mon meilleur ami, il s'est même suicidé en prison. Tout ça, c'est à cause des pressions psychologiques. La torture, elle est devenue systématique de la part du gouvernement. Aujourd'hui, c'est même la politique la plus efficace du régime de Maduro. Depuis un an, Rosmith Mantilla, comme ses collègues de l'opposition, continue de travailler sans salaire, sans connexion Internet au Parlement et sous la contrainte d'une police politique. Ce député espère bientôt rentrer au pays et porter la voix de Vénézuéliens qui luttent chaque jour pour trouver de la nourriture et des médicaments. Charles Carrasco, et puis parole difficile, muselée au Venezuela, où pas moins de 49 médias ont été purement et simplement fermés par le gouvernement cette année. C'est ce qu'affirme à Caracas le syndicat national des travailleurs de la presse. Également dans l'actualité de ce lundi, ce nouvel appel à la libération de Lou Bureau, ce journaliste français détenu depuis fin juillet en Turquie. Emmanuel Macron a téléphoné hier au président Erdogan pour demander son retour rapide en France. Et puis un sommet pour tenter de trouver une solution à la crise des migrants. Il se déroule aujourd'hui à Paris, en présence notamment du Tchad et du Niger. Il y aura également la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que les chefs de gouvernement italiens et espagnols. Oui, allez-y. Ah bon? Si la fin de l'été vous donne le blues, je sur ma feuille, vous allez peut-être pouvoir vous remonter le moral au cinéma. Oui, qu'on a tout de suite le sourire dans le studio avec une série de comédies françaises bientôt sur vos écrans. Mathieu Charrier, vous les avez vues pour nous? Oui, et la comédie la plus attendue de cette rentrée, c'est bien sûr Le Sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache, à qui l'on doit notamment Intouchable. Jean-Pierre Bacrier, Max, traiteur depuis 30 ans, qui voit le mariage qu'il organise une nuit dans un château dégénéré, avec notamment Gilles Lelouch en animateur ringard. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Un film très drôle, humain, lumineux et qui va toucher un large public, c'est certain. Sorti le 4 octobre. Autre succès en vue pour Jalouse, le nouveau film des frères Fuenquinos. Karine Viard est confrontée à la crise de la cinquantaine et devient jalouse de sa fille. J'aurais adoré être rockstar. Donc c'est vrai que de pouvoir faire les deux, un curé rockstar, c'est énorme. On s'est amusé, mais comme des fous, quoi. Alors ça, c'était Guillaume de Tonquédec qui lui va sortir le film Coexister, la nouvelle comédie de Fabrice Eboué. Il dirige une maison de disques et pour sauver son label, décide de lancer un nouveau groupe composé d'un rabbin, d'animables et d'un prêtre. La force de ce film qui sort le 11 octobre, c'est vraiment qu'il se moque de toutes les religions. Chic, sobre et élégant, c'était donc Mathieu Charrier. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas sur Europe 1.